Il est 11h16, vous êtes en direct sur les antennes de l'Intelligent TV. Vous suivez votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité nationale et internationale, la revue de presse grand format. Allons-y tout de suite retrouver Cécile Mobio pour découvrir le sommet de cette émission. Cécile, vêtue de rouge, pour faire référence à l'Africa Sport d'Abidjan. Je ne sais pas qui est supporter de l'Africa sur ce plateau. Peut-être que Cécile est une fervente supportrice de l'Africa Sport d'Abidjan. Cécile, bonjour. Quelles sont les nouvelles? Bonjour Khalil, bonjour à vous chers invités et bonjour chers téléspectateurs. Alors Khalil, nous avons 3 sujets aujourd'hui que nous allons décrypter dans l'émission de tout à l'heure. Vie chère, la Côte d'Ivoire, premier pays africain selon le rapport Numbeo, échec de la politique sociale du gouvernement. Alors, selon le rapport de Numbeo, qui a pris en compte 24 pays africains, il ressort que la Côte d'Ivoire occupe le premier rang en termes de coût de la vie. Et puis, affaire professeur tabassé au lycée moderne de Cocody, faut-il ramener la chicotte à l'école? Un élève du lycée moderne de Cocody gifle une enseignante DPS. Les faits se sont déroulés le mardi 19 mars à Abidjan-Cocody. Faut-il ramener la chicotte à l'école pour s'attendre à des attitudes plus courtoises de la part des élèves? Et enfin, la présidentielle au Sénégal, qui pour succéder à Macky Sall? Qui pour succéder à Macky Sall? C'est la question que tous se posent. Déjà, il faut savoir que 17 candidats sont en lice après le désistement d'Habib Sy, Amadou Ba, le dauphin de Macky Sall et le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye, soutenu par l'opposant Ousmane Sonko, ferait la tête de la course. Merci Cécile pour toutes ces informations qui nous permettent d'avoir une idée plus claire des sujets à débattre ce matin sur ce plateau. Cécile, vous l'avez signifié, 17 candidats pour l'élection présidentielle au Sénégal. Mais sur ce plateau, pour débattre de ces 3 sujets, on a 3 invités avec nous sur ce plateau. Dans quelques instants, on vous donnera l'occasion de les découvrir. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV pour aborder le débat du jour qui va s'articuler autour de 3 sujets. Je le dis, 3 invités pour débattre des sujets qui ont été évoqués par Cécile Mobio. On a avec nous en plateau Dao Sekou, enseignant, chercheur. Dao Sekou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait quand même un bon moment qu'on ne vous voit pas sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre présence. Juste à ma droite sur ce plateau également, on a aussi un habitué de ce plateau, de cette émission, la revue de presse grand format. Il s'agit de M. Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier. M. Beta, bonjour. Bonjour, c'est moi qui suis toujours honoré d'être sur ce plateau parce que ça démontre que les Ivoiriens sont friands de ce que nous pouvons dire dans le débat politique, dans le champ social, et vraiment ça nous fait plaisir d'être sur ce plateau. Un troisième invité ce matin qui fait son entrée dans cette émission, la revue de presse grand format. C'est un premier passage pour lui sur ce plateau. Il s'agit de Chifol Idriss Ouattara. Il est écrivain, poète, chroniqueur à l'Intelligent d'Abidjan, auteur de l'ouvrage poétique que je tiens en main, Nos plaies, nos espoirs, cahier d'un serment repris, paru en France aux éditions Jet d'encre, préfacé par le professeur Dion Simplice. Il a aussi ENAC. Bonjour. Bonjour, monsieur Khalil Kone. Merci de votre présence. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, très heureux d'être sur votre plateau de télévision. D'accord. 3 personnes pour débattre tous ces sujets. Le premier sujet que nous allons débattre, c'est le sujet relatif à ce rapport qui a été publié par Numbeo, qui est une plateforme spécialisée dans la collecte de données sur le coût de la vie à travers le monde. Et selon cette plateforme, la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique où la vie coûte le plus cher, avec un indice du coût de la vie mesuré par rapport à New York qui est égal à 44,69 et un pouvoir d'achat de 8,54. Et puis, il faut dire que les éléments qui ont été pris en compte par cette étude sont les biens de consommation, les produits d'épicerie, les restaurants, les transports et les services publics. 24 pays ont été pris en compte dans l'étude. Le Sénégal ainsi que l'Éthiopie complètent le podium avec respectivement 44,03, 43,17. Alors, Beta Michel, on commence avec vous. Est-ce que cette situation révèle l'échec de la politique sociale du gouvernement ivoirien? Bon, il faut le dire, nous avons tout le temps affirmé que la gestion du pouvoir Ouattara n'est pas faite pour aider la majorité des Ivoiriens. Parce que nous-mêmes, nous constatons dans notre pays, depuis la cession du président Ouattara au pouvoir, qu'il y a une nette division entre les classes. Et cela est tellement frappant que ça saute aux yeux. On a vu récemment ce qui s'est passé avec les déguerpissements et toutes autres choses. Voyez-vous, on le disait tantôt, mais aujourd'hui, un rapport vient confirmer cela. Quand tu le dis, les gens disent, tu as quel chiffre? Tu as quel chiffre? Mais je dis, nous sommes au contact constamment des populations. On le voit, on le vit. Donc, vraiment, bref, pour dire que ce rapport-là vient confirmer ce que nous avons de tout temps dit. L'échec social de la politique du gouvernement, moi, je crois que ça nous démontre l'enrichissement illicite d'une caste de politiciens proches du pouvoir. Pourquoi? Comment est-ce qu'il y a un enrichissement illicite à travers parce que, ce que révèle voilà, non, je le dis, pourquoi? Parce que, vous voyez, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus endettés. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent qui est rentré. Mais la répartition de cette richesse-là, c'est fait au détriment du peuple, des populations les plus nombreuses. C'est ce que je parle d'un enrichissement illicite. Parce qu'on va te dire non, l'argent travaille. Mais ça travaille dans les poches d'une certaine catégorie de personnes. C'est ce que ça nous demande. Parce que cet argent est là, ça est dans le pays. Tout le monde, on essaie de nous dire que le budget national qui était de 4 000 milliards est passé de 10 000 milliards à 13 000 milliards. Donc cet argent circule dans le pays. Ça aurait pu être, si c'était nettement réparti, ça aurait pu se retrouver dans les poches de la majorité des Ivoiriens qui ne seraient pas toujours en train de pleurer et de faire ressentir leur ressentiment au président Ouattara qui estime que non, l'argent travaille. Mais le rapport vient nous confirmer ce que nous avons toujours dit. Nous disons que de politique sociale, Ouattara n'en a pas fait. Parce que sa politique sociale
Pour ce qu'il n'en a pas fait. Il n'en a pas fait. Les filets sociaux. Mais attends, tu veux aider quelqu'un puis tu donnes 21 000 par mois. 36 000 par mois. Tu sais, quand on était en 6e, ce qu'on nous donnait comme bourse, c'était le même montant. Donc, en 6e, en quelle année? Je parle des années 80, on nous donnait le même montant. Donc, tu veux aider quelqu'un en 2022. 23. C'est insuffisant. C'est signifiant. Il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Moi, je dis souvent aux gens, je dis vraiment, nous n'avons rien contre les pouvoirs qui sont en place. Mais nous constatons des faits et nous essayons tant bien que mal d'attirer leur attention. Maintenant, s'ils voient ça comme si on veut médire d'eux, c'est dommage. Mais les faits sont têtus, comme on le dit. Les commentaires sont libres, mais les faits sont têtus. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens peinent à manger, les Ivoiriens peinent à se nourrir, alors que ce président qui est assis sur le trône aujourd'hui l'a dit, il venait pour lutter contre la pauvreté. Ne donnez pas vos voix à la pauvreté, ne donnez pas vos voix à la misère. Il est assis sur le trône, il est au palais présidentiel. Non, mais il nous montre que c'est un trône plus de l'humanité. Bon, bref, pour dire que je suis de ceux qui pensent que l'heure est venue de se regarder sans faux fuyant et de nous dire la vérité afin de corriger les choses. Parce que la misère, là, moi je dis c'est la pire chose. Même quand tu vois chez ton ami, il faut chercher à ce que ça quitte. Parce que la misère, on peut lutter contre. On peut lutter contre la misère. Ce n'est pas une fatalité, donc il faut le faire. D'accord, c'est bien noté. Alors, dans ce cours, on a écouté Beta qui estime que la politique sociale, il n'en a pas eu avec le gouvernement RHDP. Il parle même d'enrichissement illicite d'une certaine classe de la société. Est-ce qu'on peut dissocier la cherté de la vie à une politique sociale? La politique sociale, ce sont des mesures qui sont prises par un État, par le gouvernement, pour mettre en œuvre tout un mécanisme permettant de réduire l'impact de la pauvreté. Et sur ce plan-là, le gouvernement a fait des pas décisifs. Lesquels? Notamment avec même le ministère qui a été créé, le ministère de la cohésion, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, qui a en son sein des branches liées à cette lutte contre la pauvreté, notamment les filets sociaux, qui aident plus de 45 000 foyers aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il faut d'abord définir ce qu'on appelle pauvre. Le pauvre, selon les définitions qui ont été données par les nations nationales, ce sont des personnes qui vivent en dessous d'$1 par jour en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont cette tranche de la population-là qui bénéficie des filets sociaux. Et je pense que ça a été mis en place depuis maintenant 4 ans, nous sommes dans la 4e année. Je pense que cela est à saluer. Si le régime précédent avait fait pratiquer cette politique-là, je pense qu'à ce jour, en 2024, la Côte d'Ivoire aimerait connaître un bon quantitatif en matière de réduction des pauvreté. Mais M. Dao, malgré ces initiatives, ces filets sociaux dont vous parlez, ce rapport indique que la Côte d'Ivoire reste le pays le plus cher au monde. Dans le précédent classement, la Côte d'Ivoire était 2e derrière le Sénégal. Et avec ce classement, la Côte d'Ivoire est passée à la 1re position maintenant. Oui, c'est une réalité. D'où l'idée de Beta pour dire que ces mesures sont insignifiantes. Non, dans un premier temps, on ne peut pas dire que c'est insignifiant. Il faut d'abord toujours saluer. C'est ce qui fait aussi... Alors comment vous expliquez que la Côte d'Ivoire soit le pays le plus cher en Afrique? Cela est lié au boom économique de la Côte d'Ivoire. Tous les pays qui connaissent ce boom de développement économique connaissent cette période de cherté, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit la Suisse. Un pays qui amorce son développement économique à un certain niveau, cela impacte bien évidemment les dépenses publiques internes de ce pays-là. Et donc, ça donne effectivement l'impression que la vie est chère, c'est une réalité. Mais il faut relativiser cette cherté de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Abidjan est considéré comme aujourd'hui une ville en plein boom économique. Donc, bien évidemment, le logement, le transport sera plus cher. Vous prenez aujourd'hui un fonctionnaire qui a 500 000 francs de salaire ici à Abidjan, il lui sera très difficile de s'en sortir puisque la maison coûte cher, le transport coûte cher. Mais ce même fonctionnaire, à l'intérieur du pays, au nord par exemple, ou à l'ouest, pour une maison de 5 pièces à Abidjan qui coûte 300 000 francs, mais les 5 pièces revenant à ce fonctionnaire peut-être à l'intérieur à 40 000 francs. Donc vous voyez qu'il faut relativiser. Donc c'est pour dire que lorsque un pays connaît un boom économique comme celui de la Côte d'Ivoire, bien évidemment, cela impacte sur les prix des denrées et tout ça.
D'accord, c'est bien noté. Alors, Chifol, on vient à vous pour vous écouter sur la question. Alors, comment vous expliquez ce rapport-là, ce classement de la Côte d'Ivoire, malgré tous ces programmes sociaux qui ont été mis en place? On a connu les filets sociaux, le PS Group 1, 2, et même le programme présidentiel Une Côte d'Ivoire solidaire qui se tend sur la période de 2021-2025. Pour moi, tout d'abord, il faut relativiser. La remarque générale que moi j'ai faite, c'est que les différents pays qui sont mis en avant par ce rapport-là, ce sont généralement des pays avec des économies dynamiques relativement en Afrique. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. On le sait, la Côte d'Ivoire est pratiquement l'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. Quand on prend le Sénégal fait partie des plus grosses économies également de l'Afrique de l'Ouest. On prend également, je pense, l'Éthiopie qui intervient en 3e position. On remarque aussi que c'est l'une des grosses économies de l'Afrique centrale. Donc, l'impression que j'ai, c'est que... Non, pas ça, je viens. Moi, je vais poser une question, je viens. Je pense que dire que c'est un échec de la politique sociale du gouvernement, ce serait une conclusion bien trop hâtive. Ce serait quand même ne pas tenir compte du contexte mondial aujourd'hui que nous connaissons. On sait tous que on est confronté depuis 2020 à une conjoncture mondiale qui a conduit à un certain nombre de récessions, qui a conduit à la récession économique au plan mondial. Et la hausse générale des prix que connaît la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas un effet isolé. Je pense que c'est un effet conjoncturel et non pas structurel. Et lorsque j'essaie de voir un peu, je remarque que la politique sociale du gouvernement entamée, je pense, en 2018, sous la houlette de l'ex-premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, est entrée en vigueur, je pense, en 2019, 2020 et autres. Tout ça, la crise Covid-19 est intervenue en 2020. Donc, ce qui va certainement susciter un certain nombre de mesures, parce que, ça a suscité un choc économique au niveau mondial. Et les différents pays plutôt se sont mis dans une dynamique de résilience des différentes économies. Chacun cherchait à prendre maintenant peut-être des mécanismes, de mettre en place des mécanismes pour lutter contre ça. Donc moi je pense que la hausse générale des prix qu'a connu le monde là, c'est un effet conjoncturel, c'est propre à tous les pays. Je pense qu'il y a la crise Covid-19, il y a aujourd'hui la crise russo-ukrainienne également, il y a ce que nous connaissons aujourd'hui, la crise israélo-palestinienne, qui crée à un moment donné une contraction et un effet de distorsion de l'économie au niveau mondial. Donc il faut tenir compte de cela. Donc dire que c'est un échec de la politique sociale du gouvernement, c'est une conclusion pour moi bien trop hâtive en fait. Mais c'est bien d'avoir réagi. Quand tu donnes ces explications-là, ça me fait un peu sourire. Voilà, vous aimez bien sourire, mais c'est bien. Non, j'aime bien sourire parce que quand on veut minimiser la misère des autres, ça me dérange. Et je pense que mes co-débatteurs... Non, c'est l'impression qu'ils veulent. C'est l'effort qu'ils essaient de donner à cette difficulté des Ivoiriens. Je veux dire, vous parlez d'une crise mondiale. Donc, les autres arrivent, malgré cette crise mondiale, qui n'est pas... les autres, mais quels autres? Non, j'en viens. Vous avez parlé, je vous ai laissé pardon, permettez-moi de finir. Je dis, les autres arrivent quand même à juguler la cherté par certains mécanismes. Au point que, quand on parle de cherté dans une crise mondiale, c'est la Côte d'Ivoire seule qui est frappée. Donc la Côte d'Ivoire est sans mécanisme. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays. Pas du tout. Non, qui est le plus frappé. Quand je dis, non, la Côte d'Ivoire est le pays. Voilà, selon ce rapport, la Côte d'Ivoire est le pays le plus frappé. Donc tu vois, non, c'est pour dire quoi? Nos États, nos gouvernants n'ont pas de solution, puisque les autres essaient tant bien que mal, même des pays tels que le Mali. Vous faites de finances absolument. À quel pays exactement? Mais attends, on en a classé 25. Toi, tu es le dernier des derniers. Ça, là, ça veut dire que tu es dernier dans la gestion. Quel pays concrètement? On parle des autres pays qui suivent. Même le Mali n'est pas le pays plus cher. Alors qu'aujourd'hui, on sait ce qui se passe au Mali. Même le Burkina, même le Cameroun, on connaît ces pays-là. Même la RDC. Bon, bref, pour dire que tous ces pays-là, ils arrivent tant bien que mal à juguler une crise mondiale et à faire face, à donner un minimum de décence à leur population. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate en Côte d'Ivoire? Malheureusement, le pays est géré par des personnes qui, visiblement, ont pris
ont pris l'habitude de s'accaparer de la manne et de laisser les autres en souffrir. Parce qu'on essaie de nous dire que l'économie de la Côte d'Ivoire est dynamique. Mais cette économie-là, elle est dans la main de qui? Au point que la majorité crie à la vie chère. Moi, je dis souvent, moi, souvent, tu vois pas, j'aime pas me limiter aux chiffres. J'aime pas me limiter aux chiffres. Parce qu'on nous a toujours ressassé des chiffres. On nous a toujours ressassé des chiffres. Mais aujourd'hui, ce constat est venu nous faire voir que les chiffres qu'on nous ressasse là, c'est des chiffres pour faire plaisir, je ne sais pas à qui. Mais la réalité est le contraire. Parce que la vie est chère et les populations souffrent. Que fait le gouvernement pour rendre la vie moins chère, pour que les Ivoiriens puissent s'en sortir? C'est toute la problématique. C'est pourquoi je dis il est venu de ne pas se limiter à se lancer la pierre, RADP, PDC. Il faut que ça soit. C'est pas quand les uns et les autres appellent à un dialogue national. Je dis, l'heure est venue pour ce dialogue-là. Parce que les gens ne vont pas continuer de brandir des chiffres qui ne reflètent pas la réalité et continuer à se gargariser de slogans qui, visiblement, sur le fait de la réalité, ne tiennent pas. C'est ça aussi la vérité. Moi, je dis, il faut que je prends votre micro pour lancer un appel. Parce qu'aujourd'hui, les uns et les autres appellent à un dialogue national. L'heure est venue de le faire. Parce que la difficulté sociale, là, quand ça dégénère, là, personne ne peut la maîtriser. D'accord, c'est bien compris, M. Beta. Chiffon, vous voulez réagir? Si, non, mais en fait, moi je voulais dire qu'on a l'impression que lui, il veut forcément oblitérer, quand on parle de conjoncture économique mondiale, il veut forcément oblitérer ce fait-là. Alors que moi, je pense même que depuis 2020, il y a déjà même un rapport de la Banque mondiale qui prévoyait que avec tout ce qui était en train d'arriver, on allait connaître peut-être, les différentes économies émergentes allaient connaître des récessions peut-être de 7%. Il y a des rapports tout de même qui avaient prévu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc je veux dire que ces différentes... difficultés pour nous aider à juguler ces choses-là, ces réalités-là. Pour moi, en fait, ne pouvait pas échapper naturellement, c'est un effet quand même de... Nous évoluons d'un système économique. Et moi, je n'interviens pas en tant qu'expert de la matière. Moi, j'interviens en tant que citoyen ivoirien qui va à la recherche, et surtout qui va à la recherche des informations, qui n'est pas versé dans les débats émotionnels, qui n'est pas versé dans les débats des quartiers, en fait. Pour moi, il faut aller... Non, pas du tout. En fait, pour moi, il faut intervenir en tant que des citoyens ivoiriens, mais qui vont à la recherche de l'information. Pour moi, présentement, on ne peut pas occulter, on ne peut pas oblitérer la conjoncture économique que traverse. Il y a des rapports depuis 2020 qui ont été édités par les différentes institutions pour prévoir ce qui est en train d'arriver. Donc, on ne peut pas occulter cela. Et aujourd'hui, il faut prendre en compte tout de même qu'il y a des efforts quand même considérables qui ont été faits au niveau de la politique sociale du gouvernement. Et c'est un calendrier qui, pour moi, a été établi depuis 2018, qui a dû être réadapté avec ce qui est arrivé. Donc, n'amenons pas peut-être certainement le débat sur le terrain politique. Pour moi, échangeons de façon claire ce qui est en train d'arriver, quelles sont les causes, qu'est-ce qu'on peut faire et moi, tout je ça. crois que quand on regarde une réalité, notre effort, c'est d'aider à corriger cette réalité-là. C'est pourquoi j'ai appelé à un dialogue national comme le demande. C'est normal. Nous, on ne va pas rester là en train de jouer, de nous veiller avec la misère des autres. Alors, M. Dao, est-ce que ce rapport-là remet en cause le bilan du régime RHDP qui, avec son programme Une Côte d'Ivoire solidaire, a dit mettre l'homme au centre de l'action publique? Oui, mais bien sûr, moi je pense qu'il faut éviter de la passionner. On peut pas être... La passionner, c'est quoi? La passion, c'est... Monsieur Beta, vous allez réagir, s'il vous plaît. Reconnaître que beaucoup d'efforts dans le sens de créer des conditions de solidarité en Côte d'Ivoire ont été faits. Ça, on n'a pas besoin d'être partisan d'une chapelle politique pour le dire. Nous savons tous dans quelles conditions le pays était avant l'accession du président Ouattara au pouvoir. Je ne ferai pas de la politique ici. Nous savons également à quel degré la Côte d'Ivoire était avant que Ouattara accède au pouvoir. Aujourd'hui, tant bien que mal, la Côte d'Ivoire quand même a réussi à sortir la tête de l'eau. Il faut reconnaître cela. Beaucoup d'efforts ont été faits. Les salaires des fonctionnaires ont été augmentés. Le démoblage a été effectué. Les infrastructures ont été faites. C'était des choses qui étaient quasi inexistantes. Il y a de cela 10, 11 ans de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays quelconque avec une gestion scabreuse.
Aujourd'hui, il a fallu toute la maestria du président Ouattara pour remettre le pays sur les rails. C'est vrai que tout n'est pas rose. Il y a effectivement des déchets, entre guillemets, dans divers secteurs, mais je pense que le gouvernement est en train de s'atteler à remettre tout en place. Vous savez, ce n'est pas facile de gérer. Il est bien beau de critiquer, mais la gestion étatique relève de certains mécanismes qui échappent beaucoup, très souvent, à certains militants qui font du prosélytisme, qui sont beaucoup plus hargneux dans les propos qu'effectifs effectivement dans la décision à prendre. On a vu ici certains gérer le pouvoir et on a vu ce qu'ils en ont fait. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, sans être à 100% bon, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Tout à l'heure, Chico parlait de la crise du Covid, la guerre russo-ukrainienne, le conflit. Mais M. Betta estime que malgré toute cette situation, il y a des pays quand même qui réussissent à... Mais la Côte d'Ivoire également réussit tant bien que mal à avancer, il faut le dire. Aujourd'hui, les salaires des fonctionnaires sont payés. Les entreprises reçoivent tout. Aujourd'hui, vous savez, la cherté est liée au PIB, le produit intérieur brut. C'est en fonction du produit intérieur brut qu'on détermine les histoires de cherté et autres. Mais c'est tout à fait normal que le rapport de Umbeo, c'est ça, non? Voilà, Umbeo montre que la Côte d'Ivoire est chère. Mais lorsque on se réfère au PIB, mais c'est relatif, cette cherté de la vie. Je prends un exemple très simple, terre à terre. C'est-à-dire, en France, par exemple, où un enseignant de lycée a un salaire de 1 500 000 francs CFA par mois. En France, un enseignant de lycée a un salaire de 1 500 000 francs CFA. Si on convertit l'euro en CFA. Ici, un enseignant de lycée, maximum 500 000 francs CFA. Mais en France, le logement, le transport, les 1 500 000, mais lorsque vous réduisez le salaire, le transport et le logement, mais vous vous retrouvez à pratiquement, c'est-à-dire le salaire, le logement plus le transport peut avoisiner les 1 million. Donc, du point de vue du PIB, quelqu'un dira que ouais, la vie est chère en France, bien, mais le revenu par habitant permet quand même d'amortir cela. Et c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la vie est chère, certes, pour une frange de la population, mais dans l'ensemble, le PIB de la Côte d'Ivoire quand même permet à la Côte d'Ivoire quand même de se situer parmi quand même les pays les plus économiquement dynamiques ici en Afrique. Donc je pense que ce rapport, il est quand même relatif. C'est vrai, sous d'autres pans, la vie est chère, ça c'est indéniable, du fait de la conjoncture mondiale, dû à les effets que nous ne maîtrisons pas. D'accord. Donc il faut quand même relativiser la chose. C'est bien noté. Alors, M. Betta, vous disiez que rien n'a été fait par ce régime. Selon vous, qu'est-ce qui devrait être fait ou qui doit être fait pour que le coût de la vie baisse en Côte d'Ivoire? Vous savez, lorsqu'ils ont parlé de la cherté de la vie, on a parlé de denrées de première nécessité. Les viandes et des produits qu'on peut avoir sur nos marchés. Voyez-vous, moi je dis souvent, soit on ne sait pas anticiper et on vit des tragédies sociales, soit on est incapable. Voilà. Parce que ces produits qu'on nous montre là, leur production, nous pouvons les produire. C'est pourquoi quand les gens évoquent la crise russo-ukrainienne, j'ai dit, mais attendez, on ne dit pas de piment, on ne dit pas de crise ukrainienne. Il y a un manque d'anticipation. Non, voilà, il y a un manque de gouvernance, même un manque d'anticipation sur la cherté de la vie. C'est ça la grande question. Quand on te montre viande, aïe, il ne faut pas me faire parler comme au quartier. Viande, mais attends, tu me dis, mais attends, viande, on peut produire de la viande ici à tout moment. Pourquoi avoir des viandes aussi chères? Mais c'est ça la grande réalité. Moi, j'ai dit, c'est un manque d'anticipation de nos gouvernants. C'est vrai, vous évoquez des questions mondiales, mais j'ai dit, vis-à-vis de ce que nous montre comme cherté là, ça là, on peut faire un effort. Ça là, on peut faire un effort. Vraiment, je ne doute pas de la capacité des Ivoiriens que le PDCA a formé dans ce pays, les cadres, mais je pense qu'il y a suffisamment d'intelligence pour arriver à juguler ce genre de crise-là. Vraiment. D'accord. Chiffol, un manque d'anticipation? Non, pas manque d'anticipation. Hein. Je ne dirais pas que c'est un manque d'anticipation parce que personne ne pouvait prévoir cela. Hein. Ce qui est arrivé. Manque d'anticipation suppose que je ne pense pas, je ne vois pas la question sous cet angle-là. Voilà. Raison pour laquelle moi je dis, je ne souhaite pas vraiment qu'on emmène le débat sur le terrain, peut-être politique et tout ça, tel a fait ceci, tel n'a pas fait cela. Non, non, non. L'objectif ici, c'est qu'on a été confronté à une situation nette. Le niveau est élevé
comment on appelle, le niveau élevé de la vie. Voilà, le niveau élevé de la vie, on se rend compte que la Côte d'Ivoire a été citée dans un rapport. On lit le rapport, on se rend compte que dans ce rapport-là, il y a d'autres pays également qui sont mentionnés. Quand on regarde ces différents pays, on se rend compte que ce sont des pays qui ont de fortes activités économiques. D'accord. Donc c'est à saluer. Donc moi je pense qu'il faut faire ressortir ce volet-là. Mais je ne veux pas qu'on emmène... D'accord, voilà. On vous a bien compris. Mais si on va aller pour le deuxième sujet de cette émission. Cécile l'a dit, lorsqu'elle donnait le sommet de cette émission, elle nous a fait savoir qu'un professeur, sinon si vous voulez une professeure, a été tabassé par un élève au lycée moderne de Cocody, selon une motion de protestation qui a été rendue publique par le conseil des enseignants du lycée moderne de Cocody. C'était le mardi 19 mars 2024. Il s'agit de Madame Eounou Rosemond. Elle a été battue par un élève en classe de terminale A3. Alors, que s'est-il passé? Je vais vous relater un peu les faits. Alors, c'était le mardi, comme on l'a dit, Madame Eounou donnait un cours DPS entre 8h et 10h. Tout juste à côté, des élèves de la terminale A3 jouaient au football, perturbant ainsi le cours de la dite dame. En effet, à différentes reprises, le ballon est venu dans sa direction. Malheureusement, une balle finit par la percuter, la déséquilibrant. Elle décide donc de garder le ballon et cette décision n'est pas du goût des élèves et suscite chez eux un tollé. Il s'ensuit alors une pluie d'injures de la part de ce groupe d'élèves de la terminale A3. Cependant, le professeur réussit à terminer son cours et décide de rejoindre la salle des profs DPS. C'est en cours de chemin que cette même bande d'individus de la terminale A3 l'intercepte à nouveau, lui barrant la voie. Mademoiselle répète ce que tu disais tout à l'heure et c'est ainsi que l'un d'entre eux lui assène un coup violent du poing au visage. Finalement, la dame réussit à arriver en salle des profs, mais en pleurant. Alors, monsieur, on va s'intéresser à ce deuxième sujet qui a fait un peu l'actualité cette semaine ici en Côte d'Ivoire. Alors, Daou Sekou, vous qui êtes enseignant-chercheur qui connaissez bien le domaine de l'éducation, qu'est-ce que vous pensez d'une telle situation? Est-ce que pour vous, pour que de telles situations ne se reproduisent plus, il faut ramener la chicotte à l'école? Alors, il faut ramener la chicotte? La chicotte est un point de la chose, mais je pense qu'il faut plutôt redonner la dignité à l'enseignant, c'est-à-dire créer les conditions de dignité de l'enseignant, c'est-à-dire mettre les moyens à la portée de l'enseignant pour que le respect s'efface des faits. Je prends l'exemple, à notre époque, lorsque nous étions élèves, lorsque le professeur venait de loin, on voyait le professeur dans la costume qu'il affichait, dans son véhicule, dans le costume qu'il portait, ses effets vestimentaires, mais tout suscitait au respect. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Vous avez des enseignants aujourd'hui qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui arrivent même à se nourrir difficilement, qui transpirent la misère vous voyez, à vue d'œil. Et ça, ce sont des conditions qui favorisent ce genre de mépris vis-à-vis d'eux. Donc il est important que le gouvernement a sa part de responsabilité, mais il est important aussi que notre société également aide à vraiment taire ce genre de pratiques qui déshonorent le corps enseignant et qui malheureusement maudissent même les enfants. Parce que le plus ça, si vous imaginez la charge malédictionnée de l'acte que l'enfant vient de poser vis-à-vis de son enseignant, eh bien, vous allez vous rendre compte que vraiment on est mal parti. Il faudrait que véritablement on regarde à nos anciennes valeurs, éduquer les enfants, leur apprendre le civisme, la citoyenneté dans toute sa plénitude pour qu'ils arrêtent ce genre de pratiques. Chiffol, la chicotte, c'est la solution pour redonner à l'enseignant sa dignité d'antan? Bon, on ne va pas dire la chicotte en tant que telle, mais c'est de revenir à un certain nombre de fondamentaux, tels que le professeur le disait tout à l'heure, c'est de réinvestir les enseignants dans leur rôle de modèle pour l'enfant. C'est une responsabilité collective, non seulement perçue par les enseignants eux-mêmes, mais surtout perçue par les parents d'élèves. C'est très important. Moi, j'ai été éducateur dans un collège privé et j'ai été confronté à ces genres de situations où parfois, tu réprimandes un enfant par rapport à un comportement qu'il a eu, il va rapporter à la maison, le parent débarque à l'école, venir te faire la morale. Et moi, j'ai été confronté à cela où le parent est arrivé à l'école même accompagné de la soeur de l'enfant. Voilà. Là, je vais faire la morale à l'éducateur. Mais quand tu débarques à l'école, l'enfant sait que voilà, c'est pour ça que tu viens. Bon, quel respect tu veux que cet enfant-là ait pour l'éducateur? Moi, j'étais éducateur. Quel respect? Donc, et il y a aussi surtout ce volet-là, la démission des parents. Parce qu'aujourd'hui, quand les parents vont inscrire les enfants, pour eux, ils ont fini d'inscrire les enfants, c'est fini, ils n'ont plus rien à faire. C'est peut-être à la fin de l'année scolaire qu'ils vont revenir, qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, les parents sont des acteurs clés également de l'éducation. Ils doivent aider l'administration, les différentes administrations à suivre rigoureusement le travail des enfants, de sorte que l'enfant lui-même, quand il est à l'école, il sache qu'il est suivi non seulement par ses formateurs, par ses éducateurs, mais également un œil de ses parents le suit un peu partout. Donc moi, ce qui est arrivé, c'est vraiment déplorable. Je situe les responsabilités à tous les niveaux, surtout quand on parle de l'école ivoirienne, je situe les responsabilités à tous les niveaux. Les formateurs, les enseignants, parce qu'un enseignant même lui, l'enseignant d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il doit être conscient de son rôle de modèle. L'enseignant dans son comportement doit être un modèle pour l'enfant. Et ça aussi, il faut le dire aussi, hein, c'est-à-dire que quand les enfants te voient, moi je me souviens, il y a des enfants qui venaient à mon bureau, ah, monsieur, j'ai besoin de conseils dans tel domaine, je suis confronté à tel nombre de difficultés à la maison et je veux que vous me conseillez. Mais un enfant qui vient dans cet état d'esprit te voit, il veut que tu l'accompagnes, il te perçoit en tant qu'un grand frère ou bien certainement en tant qu'une personne. Voilà, je veux dire que quand tu es conscient de ce rôle-là, que tu le joues auprès des enfants également, ça peut vraiment prévenir ces genres de situations également. Les parents également à eux de savoir leur pleine responsabilité, la responsabilité qu'ils doivent jouer dans l'éducation de leurs enfants, non pas exclusivement à la maison, mais aussi à l'école. Ils doivent savoir qu'ils doivent suivre les enfants jusqu'à l'école. Ils doivent aider l'administration à garder un œil, une main sur ces enfants-là. Voilà. Pour moi, c'est... C'est bien utile. Et Michel? Vraiment, moi, quand j'ai vu cette scène-là, j'ai vu un drame social. Un drame social en ce sens que, vous savez, je dis souvent aux gens, on ne nourrit pas un enfant avec de l'argent, ni avec du pain. On le nourrit avec l'éducation et l'instruction. Si tu as donné du pain et de l'argent à ton enfant, il va te revenir détruit. Si tu lui as donné une instruction et une éducation, il va te revenir construit. Et vraiment, quand je vois qu'aujourd'hui, un enfant, un élève peut porter main non seulement à une enseignante, en plus une femme, dans l'enceinte de l'établissement. Je ne vous cache pas que moi, personnellement, c'est l'un des plus gros drames de l'année que la Côte d'Ivoire a vécu. De mon point de vue, je ne sais pas pour amplifier, mais je dis, mais attendez, où est-ce que nous allons? Quelle sera demain la Côte d'Ivoire? Il faut que très vite, cette situation soit prise au plus haut niveau.
Je dis même au plus haut niveau, moi je veux... L'État de Côte d'Ivoire. Voilà, il faut prendre ça à Est-ce part. que l'État de Côte d'Ivoire doit faire ce Non, je dis, cet enfant-là doit aller dans un centre d'instruction civique. Non, éducatif. On doit lui trouver un centre pour lui montrer que la nation ne peut pas tolérer ce genre d'acte-là. Une nation qui veut instruire ses enfants ne peut pas. Il doit savoir que, je n'ai pas dit qu'on le mette, mais il faut qu'il sente que ce qu'il a fait là, la nation s'est sentie bouleversée. Elle s'est sentie bouleversée parce que ça ne peut pas passer en pète profit ça. Maintenant, pour ce qui est de la responsabilité de chaque entité, les parents, les enseignants, tous les jours on le dit. Mais je dis ce tac-là ne doit pas passer inaperçu. Pour qu'aucun autre enfant ne veut le réitérer. Aucun autre enfant dans ce pays ne veut le réitérer. Parce que si nos enfants prennent ces habitudes dangereuses-là, c'est nous qui serons les premières victimes. Vous n'imaginez pas. Moi, c'est grave. C'est tellement grave à mon avis. C'est grave. Que je suis un peu étonné que personne n'ait réagi au plus haut niveau sur cette question-là juste ici. Parce que pour moi, nous sommes... Vous avez voulu une sortie du ministre de l'Éducation nationale. Au bout du ministre même. Moi, j'ai dit souvent les questions d'éducation là. Je me dis, ça doit être plus important même que des questions d'élection. Parce que l'éducation là, c'est notre vie à tous. Si nous avons des enfants qui sont mal éduqués, mal instruits, nous sommes tous sans exception en danger. Voilà. C'est pourquoi je dis, mais ces questions-là, même si tu peux, dans un discours, même pas de rappeler ça, pour que cet enfant comprenne qu'il nous a poignardés tous. D'accord. Il a montré que notre système a besoin d'une grande correction. Parce que notre système ne peut pas, ne doit jamais tolérer ce genre de choses. D'accord, c'est bien noté. Alors, monsieur, à la suite de ce acte, les enseignants ont pris des décisions. L'arrêt des cours pendant 3 jours à compter du mardi 19 mars 2024, proposition de l'exclusion définitive de l'élève du lycée et le désir de porter plainte contre l'élève devant les autorités judiciaires compétentes est laissé à l'appréciation de la collègue agressée. Alors, monsieur Daou, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures qui ont été arrêtées par ces enseignants, notamment la proposition de l'exclusion définitive de l'élève du lycée? Je pense que ce sont des mesures insignifiantes. Parce que ce n'est pas le premier acte qui est posé. Il y a eu des antécédents, des enseignants qui ont battu des professeurs, des censeurs, même des proviseurs. Donc je pense que si ça continue, ça veut dire que les mesures qui avaient été prises auparavant n'ont pas été des mesures coercitives amenant l'enfant à changer. Donc tout à l'heure, Béta le disait, il faudrait que le président de la République se saisisse de cette affaire. Parce que vous savez, pour détruire un pays, c'est simple, il faut détruire l'éducation. Or, c'est une arme de destruction massive même des pays, l'éducation. Parce que ces gens-là qui sont amenés demain à occuper des postes de responsabilité, si dès le berceau, parce que moi je considère que cet enfant il est encore dans le berceau, si dès le berceau il développe des attitudes de vilénie, de félonie, de bandit, de grand chemin, eh bien, qu'est-ce qu'on peut bien entendre de celui-là au poste de maire, de député, de ministre même. Mais ça sera la catastrophe. Donc il est bon que le président même se saisisse et qu'il prenne des décisions vraiment qui enlèvent même à chaque élève de Côte d'Ivoire toute envie de... Ne serait-ce même... Vous pensez à quoi comme décision que l'État, le chef d'État pourrait prendre? Non seulement on l'exclut même de l'école totalement, il n'est plus à l'école, on le met en prison d'abord. Avant d'aller faire le centre de civisme, il doit d'abord purger une peine de prison, et puis au moins de 1 an. Et puis maintenant après, l'envoyer dans un centre de redressement pour qu'il puisse apprendre quand même les fondamentaux de la vie. Vous savez, l'émergence, je le dis souvent dans mes interventions, l'émergence infrastructurelle c'est bien. Les routes, les ponts, les hôpitaux et tout ça c'est bon. Mais l'émergence de l'homme, c'est-à-dire le capital humain, c'est le plus important. Que va-t-on faire de toutes ces infrastructures si ceux-mêmes qui sont censés s'occuper de ces infrastructures-là même sont encore dans les méandres même de la médiocrité, au point de devenir une médiocratie? Il y a un problème. Donc, émergence infrastructurelle, oui, mais le développement du capital humain, or cela passe nécessairement par des jeunes gens formés. C'est pour cela que moi je dis, je n'ai rien contre les syndicats à l'école, mais il faudrait déjà que
on restitue les syndicats à l'école dans leur contexte réel. Ça veut dire les syndicats d'étudiants, d'élèves. C'est pour vos intérêts d'école, d'élèves, d'école d'étudiants, et pas autre chose. Dès lors que la mission est dévoyée en crise, en mission politique, ça pose problème. D'accord. Cet enfant qui a posé cet acte-là, il sait au fond de lui qu'il aura le soutien de son syndicat. Quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi il a mené cette action-là. Donc il faudrait qu'au haut niveau déjà, le président de la République, le gouvernement, se saisisse ce dossier et qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour que ce genre d'acte ne se répète plus. Vous proposez un emprisonnement d'au moins 1 an. Chifol, c'est une bonne solution, emprisonner l'élève qui est fautif pour 1 an. Bon, je ne sais pas si je vais dire emprisonner, mais en tout cas, il faut procéder à une coercition qui puisse servir d'exemple. Parce que c'est vraiment malheureux, hein. C'est très malheureux. Et c'est certainement le cas le plus médiatisé, mais je ne pense pas que ce soit isolé. Je suis certainement sûr que dans d'autres localités ou bien dans d'autres écoles, on a été confronté à pareille situation, mais bon, qui n'ont pas eu peut-être la possibilité d'être médiatisés comme la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. Il faut, comme mes aînés l'ont dit, il faut se concentrer véritablement sur l'éducation des enfants. Parce que c'est cette génération-là qui prendra les rênes dans 50 ans, dans 20 ans, 30 ans. Cette génération-là, il ne faut pas jouer avec elle. Il faut. J'ai écrit la dernière fois dans l'une de mes chroniques de l'intelligent, il dit « Décadence des mœurs, attention, l'avenir fait peur ». Il dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on va sur les réseaux sociaux, quand on regarde, si je n'indexe personne, quand on regarde un certain nombre de programmes dans les télés, ça fait peur. Ça fait peur. Les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont pas faits pour éduquer nos enfants, honnêtement. Il y a certains programmes aujourd'hui qu'il faut revoir pour que ce soit vraiment orienté sur les ambitions de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce acte-là, il est symptomatique d'un malaise du système éducatif ivoirien? Oui, on pourrait le dire, mais pas uniquement du système éducatif, de la société même en elle. Pas du système éducatif en fait. La société en elle. Aujourd'hui, là, on a l'impression même que la défiance même de l'autorité est devenue, comment on appelle, un jeu en fait. Il ne faut pas jouer avec ça en fait. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut faire en sorte que ce qui est arrivé là, ça puisse servir d'exemple pour dissuader vraiment éventuellement d'autres enfants, d'autres jeunes qui seraient tentés d'entreprendre de telles aventures. Voilà. Moi, je suis vraiment désolé, mais c'est très déplorable. Quand moi j'ai appris ça, c'est déplorable. D'accord. Voilà. Putain Michel, l'avenir est flou, l'avenir, le pays en danger. Vous savez, l'avenir de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas penser que je ne veux pas la peine en noir, parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire dépend aussi de moi, de mon rapport, de ma contribution. Absolument. Donc c'est pourquoi je dis l'acte de l'enfant m'a troublé. Absolument. Parce que je dis quelle sera la contribution de cet enfant-là dans l'avenir de ce pays. Parce que notre responsabilité est collective quand on parle d'avenir. Elle n'est pas individuelle. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire appartient plus à Ouattara qu'à d'autres personnes. Non, la Côte d'Ivoire nous appartient tous. À moi, à toi, à tous ceux qui sont ici. Donc, je veux dire quoi? Aujourd'hui, on a vu un de nos enfants. Parce que moi, je considère que c'est mon enfant. Parce que moi, en tant que père, je dis tous les enfants que je vois, je me dis, un de nos enfants aller à la dérive, en portant main à son éducateur, dans l'enceinte de l'établissement. Je me dis, dehors, on a dit l'enfant s'est maquillé pour le faire. On ne sait même pas s'il est élève. Mais dans l'enceinte de l'établissement, là, il sait bon qu'on va le reconnaître. Non. Il nous a tous défiés. Donc cet enfant-là, il faut qu'il serve d'exemple. Pour que son exemple ne serve pas de modèle. Voilà. Il faut qu'il serve d'exemple. C'est pourquoi je profite encore de votre micro pour interpeller les plus hautes autorités. Je ne sais pas ce qui serait la meilleure méthode. Parce qu'on a nos psychologues, on a nos qui vont trouver là. Mais il faut que son exemple ne serve pas de modèle. D'accord. Voilà, donc vraiment ça, je les laisse la latitude. Maintenant, pour ce qui est de l'avenir de la Côte d'Ivoire, je crois qu'il nous faut nous impliquer tous. Il faut que chacun lui voie sa responsabilité. C'est ça, c'est ça. Que ce soit l'enseignant, que ce soit l'éducateur, que ce soit le parent. Il faut que chacun voie ça. Tu ne peux pas accuser l'autre sans y mettre toi-même ta responsabilité. C'est pourquoi j'étais un peu gêné quand ils ont suspendu les COGES, parce que ça nous emmenait en tant que parents à nous impliquer un peu plus
dans la formation. Il fallait continuer les cours Non, les cours, et puis je suis un peu, j'ai été un peu choqué quand même quand les enseignants font 3 jours sans cours. Parce que un jour mais sans cours, c'est trop, même 1 heure sans cours. Il fallait continuer les cours. Il fallait continuer les cours, ça, sincèrement, il fallait continuer les cours. D'accord, c'est Ce qui t'apprend des mesures contre l'enfant. Vraiment, moi, personnellement, c'est ça. Tu vois, en fait, tu vois, souvent les gens aiment banaliser certaines choses qui pour moi sont les plus importantes. C'est-à-dire donner la formation aux enfants. On dit pendant 3 jours on leur donne pas. Peu importe la situation. Voilà. Non, mais pourquoi même les grèves des enseignants, même, je suis toujours contre grève des enseignants. D'accord, c'est bien noté. C'est bien noté, monsieur Michel. Je ne sais pas pourquoi, mais alors, j'ai une autre approche de ces questions-là. Pour le dernier sujet relatif au Sénégal avec la présidentielle. Alors ce dimanche, dans 2 jours, on aura la présidentielle au Sénégal. 17 candidats, 17 personnes veulent remplacer, sinon succéder à Macky Sall. On pose la question à nos invités. Qui pour succéder à Macky Sall ce dimanche 24 mars 2024 dans Oseko? Bon, c'est pas difficile de dire aujourd'hui qui pourrait succéder à Macky Sall. Amadou Ba, Diomaye Faye. Je pense que le meilleur profil aujourd'hui pour gagner l'élection présidentielle au Sénégal sera celui qui pourra faire l'unanimité au niveau de la classe religieuse d'abord. Parce que vous savez que le Sénégal a un fort impact religieux, hein, c'est très important. Avec les Mourides. Avec les Mourides. Celui qui aura eu à sa cause la classe spirituelle religieuse pourra quand même sortir son épingle du jeu. En plus de cela, le candidat qui aura quand même un programme relativement au développement même qu'a amorcé Macky Sall. C'est-à-dire que le candidat qui pourra allier, c'est-à-dire sa capacité à apporter un plus au développement du Sénégal et sa capacité à rallier à sa cause les guides spirituels et religieux du Sénégal, sera bien parti pour remporter les élections au Sénégal. Chiffol, la présidentielle au Sénégal, c'est dans 2 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez cette présidentielle? Bon, moi, en tant qu'observateur, moi, je vois clairement 2 tendances qui se dégagent présentement. Je vois une tendance pour la continuité qui est incarnée par le candidat Amadou Ba. Et je vois une autre tendance pour la rupture, carrément, qui est incarnée par Diomaye Faye avec Ousmane Sonko. Voilà. Mais moi, je pense également que tout se jouera certainement après le 2e tour. Je pense. Parce qu'aujourd'hui, certes, on a 17 candidats, mais je ne pense pas qu'un seul candidat de ces 17-là puisse remporter la majorité absolue au 1er tour. Je pense plutôt qu'au 2e tour, on aura un jeu d'alliance. On aura un jeu d'alliance entre les différents candidats. Et puis aussi, comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier aussi qu'au Sénégal, on a 95% de la population qui est musulmane et 5% chrétienne. Et c'est une population qui est majoritairement dominée par la culture des Mourides, une forte influence des chefs religieux et tout ça. Donc, le candidat qui aura plus ou moins démontré sa proximité de cette réalité-là, de cette tendance-là, aura de fortes chances de remporter la présidentielle. Mais présentement, on ne peut pas prédire avec exactitude qui remportera cette présidentielle. D'accord. Alors, Beta Michel, dans une interview que Macky Sall a accordée à BBC, le journaliste lui a demandé comme ça s'il était prêt à présenter des excuses pour toutes les vies humaines perdues et les dommages occasionnés. Il a répondu pour dire non, je n'ai pas d'excuses à faire puisque je n'ai commis aucune faute. Toutes les actions qui ont été posées l'ont été dans le cadre de la loi et du règlement. Aucune institution juridique ou judiciaire du Sénégal n'a remis en cause ou mis en doute la sincérité des actions qui ont été posées. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction de Macky Sall? Non, il n'y a pas d'excuses à présenter. Non, la question des excuses, Macky aurait pu faire preuve de hauteur d'esprit, hein, comme je le dis. Parce qu'en tant que premier magistrat d'un pays, lorsqu'il y a des drames, hein, tu es le premier responsable, quoi qu'on dise, parce que tu aurais dû faire pour préserver les vies. Donc, il pouvait faire l'économie de son refus d'excuses. Mais son excuse ne veut pas dire culpabilité.
Voilà, il faut qu'on se défaire de ça. Quand tu t'excuses, c'est pas que tu es coupable ou bien tu es responsable. Tu as fait ce qu'il fallait, mais malheureusement, des drames sont survenus. Tu peux juste appeler à rappeler la mémoire de ces gens-là pour dire, ben, c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais là n'est pas la question. La question essentielle, c'est l'élection du dimanche prochain. Sur laquelle, moi, je voulais juste dire deux choses. La première chose, c'est le jeu des alliances, qui va beaucoup jouer, parce que 17 candidats, on sait que beaucoup sont là pour la former. Donc, le jeu des alliances. Et pour l'instant, c'est Doman Faye qui arrive à fédérer quelques alliés de l'opposition autour de sa candidature. Donc, je crois qu'il se la joue bien. Et puis, parlant des chefs religieux, jusqu'ici, on n'a pas vu, comme par le passé, des soutiens fermes de ces chefs religieux-là à un certain candidat. Ils sont encore silencieux. Voilà, ils sont encore silencieux. C'est surprenant. Moi, j'ai observé ce pied et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on comprend que vraiment, il y a un flottement. Il y a un flottement sur celui qui pourrait gagner la présidentielle. Et ça démontre que vraiment aujourd'hui, le Sénégal, après Macky Sall, il aura une forte rupture dans le jeu politique. Dans le jeu politique, je pense que ce sera un Sénégal des petites entités politiques qui devront se mettre ensemble pour gouverner. On ne dirigera plus le Sénégal seul, mais on dirigera le Sénégal en groupe pour aller plus loin. Moi, c'est ce que je pense. Bon, moi, il y a un petit aspect que moi je voudrais faire ressortir, c'est que en 2000, je pense la dernière élection c'était en 2012, non, la première élection de Macky Sall, qui, il faut le rappeler, est un transfuge du PDS, n'est-ce pas? Et dans son programme politique à l'époque, on avait certes le développement économique, on avait la lutte contre la corruption, mais on avait surtout le fait qu'il voulait lutter pour l'indépendance judiciaire. Aujourd'hui, avec la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel d'annihiler plus ou moins le décret présidentiel, on pourrait dire quelque part aussi que Macky Sall a atteint son objectif aussi. Ça veut dire qu'il y a une indépendance judiciaire. Donc moi, c'est ce côté aussi que je voudrais relever. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois, Chifouane, Idriss Ouattara, Beta Michel Daosekou. Merci à tous les trois d'être venus pour nous aider à comprendre ces différents sujets qui ont fait de l'actualité cette semaine ici en Côte d'Ivoire et dans le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de la revue de presse grand format. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre numéro. D'ici là, bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.